Bienvenue, mes chers, sur la chaîne Les Récits de Mamie. C'est ici, dans ce petit coin chaleureux du net, que Mamie vous raconte les contes populaires africains qui portent en eux la sagesse de nos ancêtres, les leçons de la vie et parfois aussi les avertissements que le temps ne cesse de répéter. Aujourd'hui, je vais vous... Chioma croyait que la vie était un marché, et que tout, absolument tout, avait un prix. Elle ne discutait pas avec le destin. Elle négociait avec lui. Si la patience échouait, l'argent répondait. Si la honte frappait, elle la faisait taire. Et si l'avenir semblait incertain, elle dépensait simplement plus que la peur. Elle vivait vite, comme quelqu'un qui ne gardait pas les reçus. Les nuits lui appartenaient. Club, hall d'hôtel, rire bruyant, confiance empruntée, et homme qui ne promettait rien mais payait quand même. Elle se disait que ce n'était pas de l'imprudence. C'était de la stratégie. Après tout, la fin ne respectait pas la morale, et les factures n'acceptaient pas les bonnes intentions. L'argent parlait, et Chioma écoutait attentivement. Son téléphone était son autel de prière. Chaque notification semblait une validation. Elle faisait plus confiance à l'argent qu'aux gens, et préférait les transactions aux émotions. Propre, rapide, sans attache. L'amour était optionnel. Le confort ne l'était pas. Chioma plaisantait en disant que son village était partout où il y avait de l'argent. Elle voyageait léger, bougeait vite, et ne regardait jamais en arrière. Si une porte s'ouvrait avec une opportunité derrière, elle entrait sans vérifier qui d'autres pouvaient se trouver à l'intérieur. Certains planifiaient leur vie avec soin. Chioma improvisait. Elle riait facilement, dépensait librement, et croyait que la chance favorisait les courageux, ou du moins ceux assez audacieux pour exiger le paiement d'avance. Puis, une nuit, cette nuit-là ne semblait pas spéciale alors que Chioma s'habillait. Elle ressemblait à toutes les autres nuits qu'elle avait survécues grâce à l'instinct et à l'eyeliner. Elle se tenait devant son miroir, ajustant sa robe, calculant déjà les résultats possibles. Bonne musique, meilleur verre, peut-être un étranger généreux, définitivement de l'argent. Tout ce qui arriverait après minuit serait le problème de la Chioma de demain. Le club l'accueillit avec du bruit et de la chaleur. Les lumières clignotaient comme des esprits agités, et la musique lui frappa la poitrine avant même que ses pieds touchent le sol. Chioma s'intégra facilement. C'était son habitat naturel. Rire trop fort, confiance empruntée, parfum mélangé à la sueur et à l'ambition. Elle dansait comme on danse quand on ne demande pas la permission à deux mains. Les hommes tournaient autour, certains essayaient trop, certains parlaient trop. Chioma les filtrait avec expérience. Puis elle remarqua Chukwudi. Il ne se précipitait pas, ne criait pas, ne touchait pas sans y être invité. Il restait en retrait à observer, sirotant son verre comme un homme qui savait que la nuit finirait par venir à lui. Ce calme l'attira. Quand il parla enfin, sa voix était stable, presque douce, et ses blagues atterrissaient sans effort. Chioma rit plus qu'elle ne l'avait prévu. Un verre devint deux. Deux devinrent des rires partagés. La musique s'adoucit autour d'eux. Quand il suggéra de partir, cela ressembla moins à une décision qu'à une continuation. Quand ils arrivèrent dans sa chambre d'hôtel, c'était calme, propre, et cher d'une manière qui n'avait pas besoin d'explication. La nuit passa, et ils firent ce qu'on attendait d'eux pour la nuit, comme d'habitude pour Chioma. C'était du business. Chioma se réveilla à la lumière du soleil et au doux bourdonnement de la climatisation. Elle s'étira paresseusement, planifiant déjà le petit déjeuner et calculant comment la matinée se terminerait. Chukwudi était assis au bord du lit, entièrement habillé, les coudes posés sur les genoux. L'homme joueur de la veille avait disparu. Celui-ci semblait prudent, délibéré. Il s'éclaircit la gorge et commença à parler lentement, comme quelqu'un qui répétait des mots déjà décidés. « Je rentre chez moi pour Noël, dit-il. Dans mon village. Je n'aime pas y aller seul pour Noël. » Il marqua une pause, les yeux fixés sur le sol, puis continua. « Si tu me suis, ajouta-t-il calmement, je te paierai 20 millions de Naira. » Chioma suffoqua. « Quoi » lâcha-t-elle, se redressant si vite que les draps glissèrent de ses épaules. Chukwudi hocha la tête, calme, comme s'il venait de mentionner un prix de transport. Il continua à expliquer, parlant de la famille, du voyage, de la durée du séjour, de comment elle ne manquerait de rien. Il demanda même si elle avait une famille à prévenir, quelqu'un qui pourrait s'inquiéter. Chioma ne le laissa pas finir. « Chukwudi, dit-elle,
les yeux brillants, calculant déjà dans sa tête ce qu'elle ferait avec l'argent. N'en dis pas plus. Elle rit, un rire court et excité qui la trahit immédiatement. L'argent et le cacao, ajouta-t-elle fièrement. Tout comme mon nom. Oublie ma famille. Je n'appartiens à personne. Décision prise, sans hésitation, sans question. À cet instant, Chioma ne vit pas le danger. Elle vit 20 millions de Naira qui l'attendaient. Chukwudi ne perdit pas de temps. Presque immédiatement, il prit son téléphone et demanda ses coordonnées bancaires. Son ton était calme, professionnel, comme un homme concluant une affaire déjà budgétisée. Chioma l'observa, à moitié excitée, à moitié suspicieuse, jusqu'à ce que son téléphone vibre. Une notification arriva. 10 millions de Naira, à compte. Chioma hurla. Elle sauta du lit comme si l'électricité l'avait touchée, riant, criant, tournant sur elle-même dans la chambre. Dans une pure excitation, elle se jeta sur Chukwudi, le serrant fort, couvrant son visage de baisers comme si la gratitude avait besoin d'expression physique. « Tu es sérieux » rit-elle. « Tu es vraiment sérieux » Chukwudi sourit, satisfait, se levant déjà. Il dit qu'il n'était pas nécessaire qu'elle rentre chez elle, qu'elle fasse ses valises, qu'elle explique quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout ce dont elle avait besoin, il l'achèterait. Et comme ça, Chioma se retrouva dans des centres commerciaux et des boutiques, choisissant des robes, des chaussures, des sacs, des choses qu'elle n'avait pas prévues, mais qu'elle ne refusa pas. Chukwudi payait calmement, lui disant de choisir plus, insistant sur le fait qu'elle ressemblait à quelqu'un qui rentrait au village pour Noël avec style. Chioma ne discuta pas. Pourquoi l'aurait-elle fait? Son village ne la connaissait peut-être pas, mais l'argent, oui. Ils quittèrent la ville le jour même. Chioma ne demanda pas où se trouvait le village. Elle ne demanda pas la distance. Elle ne demanda pas quelle route il prendrait. Ces questions appartenaient aux gens qui voyageaient sur l'espoir, pas sur un acompte de 10 millions de Naira. Tant que la voiture avançait et que le confort suivait, Chioma était satisfaite. Le voyage dura plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Les heures fondirent les unes dans les autres jusqu'à devenir discrètement un trajet de 12 heures. Même alors, elle ne se plaignit pas. La voiture était équipée comme un salon privé. Collation, boissons, musique, climatisation bourdonnant doucement. Quand elle dormait, Chukwudi conduisait. Quand elle se réveillait, on lui offrait quelque chose. La faim n'avait aucune chance. Quand ils entrèrent dans le village, la nuit était complètement tombée, épaisse et silencieuse. La route se rétrécit, les arbres se refermant des deux côtés, mais Chioma le remarqua à peine. Elle était occupée à faire défiler son téléphone, souriant à son solde comme s'il pouvait disparaître si elle arrêtait de regarder. Puis la maison apparut. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Pas de boue, pas de modestie. Un manoir se dressait fièrement au milieu du village, les lumières brillant chaleureusement comme s'il les attendait. Il n'avait même pas fini de se garer que les portes s'ouvrirent. La famille de Chukwudi sortit en souriant, sa mère en premier, large et accueillante, son père calme et observateur. « Bienvenue », dit chaleureusement sa mère. Chioma sourit en retour, descendant de la voiture avec assurance. Elle ne remarqua pas comment la nuit sembla soudain plus lourde. Elle remarqua seulement qu'elle était arrivée. À l'intérieur de la maison, tout semblait délibéré, trop poli, trop silencieux. Le genre de silence qui ne venait pas de la paix, mais du contrôle. Les sols brillaient, les meubles semblaient intacts, et même l'air semblait mesuré, comme s'il avait des règles. Chioma l'admira ouvertement. Village ou pas, c'était de la richesse, du genre qui n'avait pas besoin de bruit pour s'annoncer. La nourriture fut servie peu après. Grandes assiettes, beaucoup de viande. La mère de Chukwudi sourit en regardant Chioma manger, hochant la tête avec approbation chaque fois qu'elle se resservait. Chioma ne déçut pas. Elle mangea joyeusement, confortablement, appréciant l'attention. La viande avait un goût inhabituel. Pas mauvais, juste étrange, tendre, bien assaisonné, mais elle ne rappelait rien de ce qu'elle avait mangé auparavant. Elle s'arrêta un bref instant, fronça légèrement les sourcils, puis haussa les épaules et continua. Elle avait mangé pire en ville, et avait survécu. Ce n'était pas le moment d'être difficile. Au fur et à mesure que la nuit avançait, elle commença à remarquer de petites choses. La façon dont les domestiques évitaient son regard, la façon dont elle se déplaçait autour d'elle doucement, prudemment,
comme des gens craignant d'annoncer une mauvaise nouvelle. Quand elle riait fort, la pièce semblait se raidir. Quand elle traversait le couloir, les conversations s'arrêtaient brusquement. Pourtant, Chioma balaya cela d'un revers. Gens du village, coutumes différentes, manières différentes. Sa chambre était grande, froide et silencieuse. Trop silencieuse. Allongée sur le lit, elle faisait défiler son téléphone, souriant à nouveau à son solde bancaire, réconfortée par des chiffres qui ne l'avaient jamais trahie. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Les murs semblaient épais. Le silence semblait vigilant. Et quelque part au fond de sa poitrine, une petite inquiétude remua, douce, inhabituelle, importune. Chioma se tourna sur le côté et rit doucement pour elle-même. Elle se dit qu'elle était fatiguée. Elle se dit qu'elle imaginait des choses. Vers 21h, le sommeil la prit enfin. Chioma s'endormit en souriant, enveloppée dans des draps doux, convaincue que le confort suivait toujours l'argent. Sa respiration s'équilibra, son corps se détendit, et la lourde sensation étrange qu'elle avait ressentie plus tôt s'effaça dans le néant. Vers minuit, des sons s'insinuèrent dans son sommeil. Au début, cela ressemblait à un rêve, des murmures bas, lointains et rythmés, comme des voix passant à travers l'eau. Son esprit essaya de donner un sens et échoua. Elle bougea sur le lit, à moitié endormie, à moitié consciente, se disant que c'était juste l'imagination. Puis elle l'entendit à nouveau, des voix, pas en train de parler, mais en chantant, lentement, délibérément, ancien. Son cœur palpita, mais le sommeil collait encore à ses paupières. Elle se dit que c'était des prières villageoises, la saison de Noël, des traditions, n'importe quoi sauf du danger. Les murmures devinrent plus forts. Des pas suivirent, mesurés, mouvements synchronisés qui n'appartenaient pas au rêve. Puis vint le son qui arracha complètement le sommeil. Un clic métallique aigu. Un autre acier touchant l'acier. Les yeux de Chioma s'ouvrirent en grand. La chambre n'était plus sombre. Des silhouettes se tenaient autour de son lit, silencieuses, immobiles. Chukwudi et sa mère, tous deux vêtus de noir. Leur visage était calme, trop calme, comme des gens qui avaient déjà fait cela et n'étaient pas nerveux. Son souffle se bloqua quand elle regarda Chukwudi de plus près. Aucune trace de l'homme du club ou du voyage en voiture dans ses yeux. Au centre de la pièce se tenait le père. Il tenait quelque chose dans sa main et se balançait doucement en chantant, sa voix basse et stable, des mots que Chioma ne comprenait pas, mais qu'elle ressentait profondément dans ses os. C'est alors que cela la frappa enfin. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une coutume villageoise. Et l'argent, son bouclier de confiance, n'était nulle part dans la pièce. Chioma essaya de s'asseoir. Rien ne se passa. La confusion arriva d'abord, vive et soudaine. Elle essaya encore, forçant son corps en avant, et c'est là qu'elle le sentit. Ses poignets, ses chevilles serrées, attachées, froids contre sa peau. La panique surgit. Elle ouvrit la bouche pour crier. Aucun son ne sortit, pas même un murmure. Sa gorge travailla, sa poitrine se souleva, mais sa voix avait disparu comme si on l'avait éteinte. Son cœur battit follement tandis qu'elle se débattait, les yeux grands ouverts, les larmes jaillissant sans permission. Ce n'était pas une peur avec laquelle elle pouvait négocier. Ce n'était pas une situation que l'argent pouvait sauver. Ils regardèrent sa lutte. Puis ils rirent. Pas fort, pas sauvagement. Un rire doux, contrôlé, le genre qui ne portait aucune joie, seulement de la certitude. La mère de Chukwudi rit lentement, secouant la tête comme amusée par un enfant qui comprenait enfin une leçon trop tard. Ses frères et sœurs sourirent calmement. Même les domestiques étaient là, visages impassibles, comme des témoins qui avaient depuis longtemps accepté leur rôle. Le chant du père devint plus stable, plus fort, remplissant la pièce de mots qui pesait contre les oreilles et la poitrine de Chioma. Chaque son semblait lourd. Définitif. Les couteaux cliquetèrent à nouveau, délibérément cette fois, sans hâte, sans se cacher. Chioma secoua la tête violemment, les larmes coulant librement maintenant. Elle essaya de supplier, mais ses lèvres ne firent que trembler. Son corps semblait étrange, lourd, distant, comme si elle glissait hors d'elle-même. Leur rire s'estompa. Le chant continua. Et à cet instant, entourée de visages qui ne prétendaient plus être humains, Chioma comprit la vérité la plus cruelle de toutes. Elle avait échangé la prudence contre le confort.
Elle avait fait confiance à l'argent là où la sagesse était requise, et le rituel ne s'arrêtait pas pour les regrets. Quand le chant s'arrêta enfin, la pièce devint silencieuse. Chioma se débattit à nouveau, plus fort cette fois, et c'est là qu'elle réalisa pleinement qu'elle était attachée. Ses mains, ses jambes, complètement liées. La panique explosa dans sa poitrine. Elle essaya de crier, de hurler, d'appeler le nom de Chukwudi. Aucun son ne sortit. Puis ils s'approchèrent. Un par un, ils firent ce pourquoi ils s'étaient réunis. Ils coupèrent ses doigts. Ils coupèrent ses orteils. Sans hâte, sans se cacher. Chukwudi s'approcha et délia sa bouche. Il la regarda longuement, ni en colère, ni excité, juste déçu, comme un professeur corrigeant un élève stupide. Puis il parla. C'est comme ça que les filles désespérées suivent la mort, dit-il calmement. L'argent agite la main, et vous ne demandez pas où il vous mène. Il secoua lentement la tête. Tu n'as pas demandé mon nom correctement. Tu n'as pas demandé de ma vie. Tu n'as pas demandé où je t'emmenais. Tu as entendu argent et ton cerveau s'est éteint. Il se pencha. Les filles comme toi n'ont pas besoin d'ennemis. Votre faim fait le travail pour nous. Puis il sourit faiblement. Et la partie la plus triste, tu es venu de ton plein gré. C'est alors que Chioma se brisa vraiment. Les larmes coulèrent librement tandis qu'elle tremblait violemment, tout son corps suppliant là où sa voix ne le pouvait pas. Elle pleura et supplia, hochant désespérément la tête, promettant tout ce qui lui passait par la tête. Je rendrai l'argent, sanglota-t-elle. Je ne veux plus des 20 millions. S'il vous plaît, je veux juste rentrer chez moi. Ils rirent. Pas une seule personne ne montra de pitié. Puis ils coupèrent une de ses oreilles. Ses cris se transformèrent en gémissements, sa force s'épuisant rapidement tandis que la peur, la douleur et le regret l'engloutissaient entière. Et pendant qu'elle était encore attachée, impuissante, brisée, incapable de se défendre, ils la battirent sans merci, comme pour lui arracher la dernière chose qui lui restait, la dignité. Elle pleura jusqu'à ce que ses larmes sèchent. Et à cet instant, Chioma comprit enfin que le prix qu'elle avait accepté n'était pas en argent, mais en chair, en confiance et en vie elle-même. Ce n'était pas une affaire. C'était une récolte. Après avoir fini, ils ramassèrent ce qu'ils avaient pris et quittèrent la pièce. Chioma resta là, tremblante, attachée, brisée, écoutant impuissante les pas s'éloigner. Le temps passa. Elle ne savait pas combien. Ses larmes trempèrent l'oreiller. Son corps lui faisait mal. Son esprit refusait d'accepter ce qui se passait. Puis elle réalisa autre chose. Il cuisinait. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle le savait. La maison reprit vie avec du mouvement. Casserole, voix, rire calme. Tout semblait normal, comme une famille ordinaire préparant un repas. C'est alors que la terreur s'installa vraiment dans sa poitrine. Peu après, ils revinrent. Ils apportèrent une assiette de viande dans sa chambre pour la nourrir. Chioma secoua violemment la tête dès qu'elle comprit. Les larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle se tordait, suppliant des yeux, de son corps, tremblant incontrôlablement. Elle essaya de crier, de supplier, mais la miséricorde ne faisait pas partie de ce qu'ils pratiquaient là. Ils le forcèrent dans sa bouche. Et à cet instant, la vérité la brisa complètement. Ce n'était pas de la viande animale. C'était ce qu'ils avaient pris d'elle. Ses doigts, ses orteils, une oreille. Ils la forcèrent à manger des parties d'elle-même. Chioma pleura jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre, ses sanglots se transformant en halètements silencieux. Pourtant, personne ne s'arrêta. Personne n'hésita. Quand ils eurent fini, ils la laissèrent là, attachée, brisée, et pleinement consciente qu'elle n'était plus vue comme humaine, seulement comme de la viande. Et Chioma resta allongée seule dans l'obscurité, ligotée, violée, et enfin comprenant la vérité qu'elle avait ignorée toute sa vie. Et à ce moment, Chioma se souvint de Dieu. Pas le Dieu casual que les gens mentionnent quand tout va bien, mais celui désespéré qu'on appelle quand toute force a failli. Les larmes coulèrent silencieusement dans ses oreilles tandis qu'elle restait allongée, brisée et ligotée, fixant l'obscurité. Elle pria sans mots. Elle demanda pardon. Elle demanda miséricorde. Et quand l'espoir semblait une insulte, elle demanda à Dieu d'accepter son âme parce qu'elle croyait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Puis, vers 3 heures du matin, la porte grinça. Chioma sursauta.
2 silhouettes entrèrent discrètement dans la chambre. Les domestiques. Elles bougèrent vite, nerveusement, coupant les cordes de ses mains et de ses jambes. L'une d'elles posa un doigt sur ses lèvres, secouant vivement la tête. Pas un bruit. Chioma pouvait à peine se tenir debout, mais elles la soulevèrent entre elles et la guidèrent à travers les couloirs arrière de la maison. Elles la firent sortir dans la nuit froide. Quand elles atteignirent un sentier isolé loin du manoir, les domestiques s'arrêtèrent. L'une d'elles la regarda droit dans les yeux, la peur et l'urgence se disputant la place. Puis elles la tinrent là dans l'obscurité, une de chaque côté, soutenant son corps faible tandis que ses jambes tremblaient sous elle. L'équilibre de Chioma était faussé. Tout en elle semblait faux. Elle essaya de serrer les mains en poing et ne sentit que l'absence. Quand l'air froid de la nuit effleura le côté de sa tête, elle se souvint. Une oreille était partie. La réalité la frappa à nouveau, lourde et suffocante. Tout ce village, chuchota urgemment l'une des domestiques, n'est pas ce que tu penses. Chioma leva lentement la tête, la confusion luttant contre la douleur. Ils ne se mangent pas entre eux, continua la deuxième domestique. Ils mangent les étrangers, les voyageurs, les visiteurs, les gens qui arrivent avec des promesses et de l'assurance. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait. Le village survit grâce au silence. Tout le monde sait. Tout le monde détourne le regard. Mais la famille de Chukwudi, elle marqua une pause. Ils sont pires. Elles expliquèrent rapidement, jetant des regards par-dessus leurs épaules toutes les quelques secondes. La famille de Chukwudi ne se contentait pas de manger de la chair humaine. Ils l'utilisaient pour des rituels, renouvelant la richesse, scellant le pouvoir, protégeant des générations de richesses. Le manoir n'était pas le succès. C'étaient des sacrifices empilés sur des sacrifices. Chukwudi, ajouta amèrement la première domestique, ils chassent. Ils ramènent toujours les filles désespérées à la maison. Chioma déglutit difficilement. Les domestiques lui dirent qu'elles étaient nées dans le village, liées par le sang, pas par choix. Les étrangers pouvaient être mangés. Eux non. C'était la seule raison pour laquelle elles étaient encore en vie. Si la famille découvrait qu'elle l'avait aidée à s'échapper, la punition viendrait. Coups, confinement, souffrance. Mais elles ne seraient pas tuées. Elles étaient nécessaires. Elles l'avaient toujours été. Nous t'avons entendu pleurer, chuchota l'une des domestiques. Nous avons entendu tant de pleurs, mais le tien était différent. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous ne pouvions pas dormir avant de t'aider. Elles lui dirent la chose la plus importante en dernier. Tu n'es pas encore complètement liée, dit la plus âgée. La liaison finale a lieu demain à l'aube. Une fois que le soleil se lèvera et que tu seras encore sur cette terre, le village te réclamera complètement. Après cela, même la mort ne sera pas rapide. C'était pourquoi elle l'aidait maintenant. C'était pourquoi elle risquait tout. Chioma hocha faiblement la tête. La peur lui avait arraché l'orgueil, l'argent, la confiance, tout. Il ne restait que l'instinct de vivre. Quand elles la lâchèrent enfin, elle avança en chancelant au lieu de courir. Ses pieds protestaient à chaque pas. Le sang trempait la terre derrière elle, mais elle ne regarda pas en bas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle serra ses mains abîmées contre sa poitrine, les berçant tandis qu'elle avançait, respirant par la bouche parce que pleurer la ralentirait. Cours, chuchota à nouveau la domestique. Cours jusqu'à ce que la terre t'oublie. Chioma courut comme courent les gens brisés. Pas vite, pas fort, mais désespérément. Elle trébucha, tomba, rampa, se releva. Chaque son derrière elle semblait une poursuite. Chaque ombre semblait la voix de Chukwudi l'appelant. Elle ne regarda pas en arrière, parce qu'elle comprenait maintenant. Ce n'était pas une évasion donnée librement. C'était une miséricorde empruntée sur le temps, et si elle ne distançait pas la nuit, le village terminerait ce qu'il avait commencé. Chioma ne se souvenait pas combien de temps elle erra avant que la route n'apparaisse enfin. Elle savait seulement que son corps avait continué sur un instinct têtu, longtemps après que la force fut épuisée. Elle trébucha plus qu'elle ne courut, guidée par le faible son des véhicules passants et la lueur distante des phares coupant la nuit. Chaque pas faisait mal. L'équilibre semblait étrange. Ses mains restaient pressées contre sa poitrine, pas seulement à cause de la douleur, mais par incrédulité. Quand elle atteignit la route principale, ses jambes cédèrent. Elle s'effondra là, sur l'asphalte. Un véhicule ralentit,
Puis un autre. Quelqu'un cria, quelqu'un s'agenouilla à côté d'elle. Une veste fut posée sur ses épaules, chaude et lourde. Et pour la première fois depuis que la nuit avait commencé, Chioma se permit de fermer les yeux. Elle se réveilla des jours plus tard. Mur blanc, odeur d'hôpital, le son bas et régulier des machines faisant ce que son corps ne pouvait pas faire seul. Les infirmières parlaient doucement. Les médecins évitaient son regard en expliquant ce qui avait été fait et ce qui ne pouvait pas être défait. Elle était en vie, mais des parties d'elle étaient parties. Elle restait là maintenant, encore à l'hôpital, enveloppée de bandages, apprenant une nouvelle version d'elle-même, une sans le corps qu'elle avait autrefois utilisé pour chasser l'argent, l'attention et les raccourcis. La ville était à nouveau dehors, bruyante et familière, mais Chioma n'appartenait plus à la vie qu'elle avait menée auparavant. L'argent l'avait emmenée loin, mais il avait presque tout pris, et cette fois elle n'avait plus d'illusions à dépenser. Morale de l'histoire. Cette histoire est un avertissement de Noël pour les jeunes femmes comme Chioma. Pendant les périodes festives, le désespoir et l'excitation rendent les offres dangereuses attractives. Les promesses d'argent rapide, de vie douce et de voyages luxueux peuvent cacher des intentions dont on ne revient jamais. Tous les hommes qui proposent des plaisirs de Noël n'ont pas de bonnes intentions. Toutes les invitations à rentrer chez soi ne sont pas sûres, et tout l'argent ne vaut pas le prix qu'il exigera plus tard. Noël devrait apporter la vie, pas les regrets. Avant de suivre quelqu'un, posez des questions. Avant de courir après l'argent, valorisez votre sécurité. Parce que certains voyages entrepris pour le plaisir ne se terminent pas en célébration. Ils se terminent en cicatrices. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.